Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast The Trick Play. Ce podcast est très spécial puisque c'est le centième de l'histoire de The Trick Play. Le hasard fait bien les choses. Cette week a été exceptionnelle. Alors, on va dire qu'on a eu un juste retour du collège football sur tout notre travail. On a encore eu le droit, les gars, à une week de folie, hein. Les trois énormes rivalités ont tenu toutes leurs promesses. On a eu le droit à trois super matchs. Les autres matchs de rivalité, je pense à Oregon State, ont aussi été incroyables, hein. J'ai inclus dedans Virginia Tech, Virginia. Bref, on a beaucoup de choses à dire ce soir. Je suis en compagnie de Kevin, Valentin et Ryan. Salut les gars. Salut, salut. Salut. Salut tout le monde. J'aimerais commencer cet épisode par une petite phrase de Stewart Mandel, c'est un journaliste The Athletic, qui en fait résume bien en quelques lignes ce à quoi on a assisté ce week-end. Je le cite: un jour, il viendra le temps d'expliquer à votre enfant ou à vos petits-enfants, ou même à vos arrière-petits-enfants, ce qu'est le college football. Je vous conseille de vous référer au 27 novembre 2021. Et voilà, c'est pour mettre le ton d'entrée. Je propose qu'on commence, les gars, avec le match entre Ohio State et Michigan. The Game, la plus grosse rivalité du college football, et allez, soyons fous, n'ayons pas peur des mots, du football américain aux États-Unis. C'est Ohio State qui s'est déplacé à Michigan. Et Kevin, je vais te laisser commencer. On a eu le droit à un match de dingue. Ouais, un match de dingue. On s'y attendait pas forcément. On s'attendait plus à une petite branlée côté Buckeyes, surtout à domicile. Non, je dis pas de bêtises, non. C'était à Ann Arbor ou c'était à Columbus? C'était à Ann Arbor. C'était à Ann Arbor, autant pour moi. Non, mais surtout quand on voit la forme dans laquelle était Ohio State, ils ont vraiment roulé sur leurs derniers adversaires. Et Val, dans le 1-2-6, parlait d'une branlée en attente, et finalement Michigan s'est imposé. Alors, je crois que c'est 32, j'ai pas le 42-27. 42-27, pardon, il me manquait le quatrième carton. 42-27, effectivement, énorme match de Michigan. Là, ils ont fait ce dont on parlait dans le 1-2-6, enfin ce dont Robin et Val parlaient dans le 1-2-6, qui veut dire peu d'erreurs et mettre de la pression sur CJ Stroud. On savait que la victoire viendrait par leur D-line, en fait. Si la D-line arrivait à shut down un minimum Trevion Anderson et à mettre la pression sur CJ Stroud, ce qui veut dire compliquer un peu le passing game d'Ohio State, qui est si dévastateur cette saison, ça pouvait le faire. Et là, c'est même plus du step-up. Là, ils ont fait probablement le meilleur match de leur saison. Et surtout, il y a l'attaque qui a suivi derrière, parce que mettre 42 points à Ohio State ces derniers temps, c'était pas si facile non plus. Donc, énorme match, comme tu l'as dit, un The Game qui a tenu toutes ses promesses, probablement l'un des plus beaux matchs de cette saison. Sous la neige, en plus. Et qui était sous la neige, surtout. Ouais, ça c'est a ça, rajouté ça donne toujours. Tu vois, c'était différent, parce que on en parlera peut-être un peu après, mais le Penn State, Michigan State qui était aussi sous la neige, mais j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus sur ce match-là que sur The Game. Donc c'était de la neige, mais juste histoire de mettre un peu de folklore, mais sans pourrir le match, comme ça l'a fait sur le Spartans Nittany Lions. Donc match extraordinaire. Et Michigan, qui était numéro 5, qui bat le numéro 2, Ohio State. Donc Ohio State, avec 2 défaites, dit clairement adieu aux playoffs. Ouais, à moins d'un cataclysme, ouais, ils iront pas. Je sais, j'ai vu que tu avais posté, je sais pas si tu l'as tweeté avec le compte TTP, mais il y avait tous les scénarios possibles en fonction des finales de conf, qui pouvait se qualifier en playoff et tout, c'était assez incroyable. C'est quasiment impossible. Mais il faudrait, comme tu dis, il faudrait un cataclysme, il faudrait un concours de circonstances assez phénoménal pour que Ohio State finisse en playoff après cette défaite. Et du coup, Michigan passe à la deuxième place du top 25. C'est la première victoire depuis que Jim Harbaugh est entraîneur des Wolverines, et la première victoire depuis 2011 pour Michigan. Ça faisait plus de 10 ans que les Wolverines n'avaient pas battu les Buckeyes. C'est vous dire en fait la performance de ce programme qui avait besoin d'une telle victoire. J'aimerais revenir moi sur une performance individuelle. C'est clairement celle qui a marqué, on va dire, cette week 13. C'est la performance d'Aidan Hutchinson, 3 sacs et 15 pressions sur le quarterback. Les 15 pressions sur le quarterback, c'est un record.
qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Aiden Hutchinson? Est-ce que c'est pas son Iceman moment? Est-ce qu'on peut maintenant parler de Hutchinson comme un prétendant au fameux Iceman? Non. Voilà, c'était tout pour moi. Ryan, Val. Non, Iceman, non, je pense pas. J'entends ça, les gars, dans le sens où, après, je te laisse finir, Ryan, où vous savez, en général, toutes ces équipes qui sont dans le top 10 ont un joueur qui les représente. En général, c'est le quarterback ou un receveur. Par exemple, à Alabama, c'est Bryce Young. À Ole Miss, c'est Matt Corral. À Oklahoma State, là, pour le coup, c'est la défense. Et à Michigan, il manquait ce joueur, en fait, qui prédominant, ce joueur qui représentait cette équipe. Et là, on a l'impression depuis quelques semaines que les Wolverines ont trouvé ce joueur en la personne de Aiden Hutchinson. Oui, c'est sûr, mais statistiquement, là où on s'appuie pour voter pour le Iceman, Hutchinson, il n'est pas dans les meilleurs. Donc rien que pour ça, déjà, il sera sûrement voilà, dans les 10, mais il sera jamais Iceman. Ouais, c'est un petit peu ça. Moi, je voulais justement rebondir parce que je vois là ces derniers jours, ça fait déjà un petit moment, une petite semaine là, qu'il commence à avoir un petit comparo sur les réseaux entre Thibodeau et Hutchinson, justement sur qui est le plus dominant, qui pourrait sortir avant l'autre à la draft. Et justement, il commence à y avoir débat en fait sur Hutchinson. C'est aussi dû au fait que, comme Kevin le sait, Thibodeau il a manqué quelques matchs à cause de blessures, de suspensions, de ce genre de conneries là, tu vois. Mais juste ça, au début de la saison, si on vous avait dit ça, que Hutchinson serait comparé à Thibodeau, et a raison d'ailleurs, parce que derrière il a les stats pour appuyer aussi un petit peu son dossier, on aurait déjà tous été comme des oufs, tu vois. Et c'est vrai que là, sur ces dernières semaines, le joueur qui représente les Wolverines, c'était Hutchinson. Après, faut pas oublier que le mec, depuis le début de saison, il fait quand même un gros taf. Il me semble que moi, j'avais regardé Michigan je crois en week 6 ou un truc comme ça. Il m'avait déjà impressionné. Il avait peut-être pas les stats pour justement appuyer son dossier à ce moment-là, mais il faisait déjà du gros taf en fait pour Michigan. Donc je peux comprendre. Après, les fans de Michigan, ils sont comme des oufs sur lui et ça me fait plaisir pour eux. C'est ça aussi, c'est qu'il a imprégné aussi, il a une sorte d'aura. Le fait qu'il soit en fait charismatique, ça participe encore à la belle histoire qu'est Michigan. Après, Ouais, il y a quand même un point que Robin a soulevé et qu'il ne faut pas négliger, c'est que Hutchinson profite quand même clairement du fait que la D-line de Michigan dans son entièreté est de bon niveau. Ce qui veut dire que Hutchinson, il peut se permettre d'être en 1 contre 1 la plupart du temps pendant le match. Oui, des matchs favorables. Chose que n'a pas Thibodeau. Thibodeau, tous les matchs, c'est triple team. Oui, mais c'est aussi pour ça que, tu vois, je suis pas allé jusqu'au bout de mon raisonnement, mais c'est pour ça que j'allais dire que pour moi, non, le mettre dans les noms Iceman ou même le faire passer, tu vois, potentiellement à la draft devant un Thibodeau, c'est que je pense que les gens n'ont pas encore réalisé la différence de niveau qu'il y a entre les deux. Pour moi, Thibodeau est encore 2-3 crans au-dessus. Si tu parles draft un petit peu, faut pas oublier que l'année dernière, alors, parce qu'il était junior l'année dernière, moi je l'avais assez haut, mais je l'avais genre plutôt troisième tour. Mais il n'a rien produit l'année dernière, Hutchinson. Mais que dalle, il a rien fait. Alors certes, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais si tu prends la saison 2019, il me semble qu'aller au niveau des sacs, il doit pas dépasser 6 sacs dans l'année. Donc c'est vraiment sa grosse première année de production. Donc c'est vrai. Et ce genre de joueur, on le voit aussi souvent en NFL, c'est des mecs qui peuvent être talentueux, mais qui ont des années comme ça. Je parle de notamment un joueur que moi j'ai pu voir et que toi tu as vu aussi parce qu'il est chez toi aujourd'hui, Val, en NFL, Preston Smith, c'était le cas. C'est le mec, il a des saisons, il te faisait une saison à 10 sacs ou plus, une saison à 6 sacs, une saison à 10, une saison à 6. Donc faut aussi voir et remettre ça dans le contexte. Peut-être les scouts NFL, je pense qu'ils le feront, mais ils regarderont sûrement les matchs de l'année dernière, ils verront les différences. Mais faut aussi voir ça. Si on regarde ça sous le prisme de la draft, faut aussi faire attention et remettre les choses dans leur contexte. Mais oui, bien évidemment que Hutchinson, là, il fait une très grosse saison et qu'il est artisan de la réussite de Michigan, bien évidemment. Après, dans le duel entre les deux à distance, on va dire, pour le premier DN pris à la draft, faut savoir que Thibodeau, son match préféré, c'est souvent le Pac-12 Championship. On sait qu'il a quand même été MVP du Pac-12 Championship l'année dernière. Là, on en reviendra après. Du coup, Oregon va rejouer Utah
où Thibodeau a complètement été shut down parce que Utah il jouait avec 3 tight ends, donc quand tu as un tackle plus au moins un tight end à taper à chaque fois, c'est compliqué. On va voir. Je pense que ce sera donc l'avant-dernier match de Thibodeau avec les Ducks. Ce match peut faire la différence, justement. On parlait de draft. Michigan sera, je pense, en playoff, donc aura sûrement au moins 1 voire 2 matchs de plus. Justement, mais Kevin, ce match-là peut faire la différence pour Thibodeau. On sait qu'il aime bien ce Pac-12 Championship. Justement, Kevin, Michigan ira en finale de la Big Ten face à Iowa, parce qu'on en parlera après, mais Wisconsin a perdu face à Minnesota. Alors ça aussi, c'est un brain fart. Avant de refermer la page de The Game, petite statistique quand même. Hassan Haskins qui a marché sur la D-line des Buckeyes. En 28 portées, il a couru pour 169 yards et 5 touchdowns, grâce aussi à un travail monstrueux de la O-line. Bref, un match, en fait, une performance à l'image de la saison de Michigan, un gros jeu à la course et une O-line qui crée des boulevards. Et il faut toujours rappeler que le football, ça commence dans les tranchées. Oui, Valentin? Et parce que moi je voulais parler de la O-line, mais juste pour finir sur ce match, ils n'ont encaissé aucun sac et aucun plaquage pour perte. Donc c'est vous dire que la O-line de Michigan a été monstrueuse. Je reste avec toi, Valentin. C'est Texas Tech qui a failli battre Baylor, mais les Bears, 8e au classement du comité, se sont imposés 27-24. C'est pas passé loin. Ouais, c'est Texas Tech qui rate un field goal de loin. Alors je sais plus combien il était, mais il était au moins 50 yards pour égaliser. C'est pas passé loin. Alors au début du match, d'ailleurs, Baylor il jouait pas avec Gary Bohannon, il jouait avec le freshman Blake Shapen qui fait plutôt un bon match. Il finit avec 2 TD pour 0 inter, 254 yards. Mais comme on l'avait dit sur le 1-2-6, Baylor s'est vraiment appuyé sur son jeu au sol et notamment Abraham Smith qui lui finit à 117 yards, qui a été vraiment très très bon. Et au début de ce match, il y a eu un fait de jeu où sur le premier play offensif de Texas Tech, le running back de Texas Tech, alors c'est quoi son nom? C'est Thompson, si je ne me trompe pas, il fait un fumble et derrière Baylor peut aller chercher 3 points en plus, donc ils sont déjà à 10-0, et c'est les 3 points un peu qui manquent à la fin pour Texas Tech. Donc on a eu un match vraiment appuyé sur le jeu au sol pour Baylor et essayer de contrôler le temps, mais par contre j'ai été quand même assez surpris de Texas Tech. On pouvait peut-être s'attendre à un jeu très tourné vers Eric Ezukanma, leur receveur. Et je trouve qu'ils ont plutôt très bien préparé ce match. Ils sont beaucoup plus appuyés sur Travis Coons, leur tight end senior. Donc je pense que ça a un peu surpris la défense de Baylor, qui est quand même globalement très très bonne depuis cette saison. Donc voilà, je pense qu'il y a eu du mérite quand même du côté de l'attaque des Riders. Et justement, Val, est-ce que tu penses que l'avenir est radieux pour ce programme de Texas Tech? Je rappelle que Texas Tech a viré cette année son coach Matt Wells et a été remplacé par un ancien coach de Baylor, un des gars qui était assistant coach de Dave Aranda, Joey McGuire. C'est difficile parce que je pense que c'est quand même les recrues sont quand même très très peu talentueuses à Texas Tech. Et je sais pas si cette signature de head coach va forcément relancer un intérêt pour les commits. À mon avis, il va falloir que Texas fasse ses preuves, qu'ils reviennent à vraiment peut-être une très très grosse offense, parce on sait que globalement ils ont une très mauvaise défense. Donc je sais pas. Franchement, je peux pas te le dire. On verra sur les classes de commit si ça donne envie un petit peu. Mais vu que Baylor revient au haut niveau, t'as quand même Texas. Bon, même s'ils sont en galère, ça reste Texas. T'as Texas A&M. T'as quand même beaucoup de grosses facs devant Texas Tech. Donc voilà, peut-être espérer je sais pas, 2 saisons à la Cincinnati avec des joueurs un peu moins talentueux, mais où ça colle bien et où il y a de la grosse progression pour vraiment ça redonne de l'intérêt à cette fac. C'est Cam, notre ami, qui sera bien content, lui qui est fan de Texas Tech. Du coup, Baylor valide sa place en finale de la Big 12 face à Oklahoma State. On reviendra tout à l'heure sur ce Bedlam qui a été aussi incroyable. Voilà, donc Baylor, après une année 2020 dégueulasse, se retrouve en finale et on va dire que c'est mérité. Du côté de l'ACC, le 18e
national, Wake Forest a battu Boston College 41-10, une véritable branlée. C'est un match qui a permis à Sam Hartman de rentrer dans un cercle très fermé en ICC, puisqu'il a lancé 34 touchdowns cette saison. Donc, au niveau de joueurs comme Deshaun Watson ou Trevor Lawrence, il me semble qu'ils étaient que 8 à avoir dépassé ce nombre de touchdowns. Donc voilà, une sorte de petite récompense informelle qui, on va dire, méritée pour Wake Forest, qui termine la saison régulière avec un bilan de 10-2, donc un bilan excellent auquel personne ne s'attendait. Et Wake Forest est officiellement en finale de l'ACC. Ça sera la semaine prochaine face à Pittsburgh. On passe au Sunshine Showdown. C'est Florida State contre Florida. Les Gators ont battu Florida State 24-21. Ouais, bah c'est pas grâce à Emory Jones, en tout cas, qui a encore fait une prestation qu'on peut qualifier de très mauvaise, voire catastrophique, avec 3 inters. Donc ils ont quand même fait rentrer Anthony Richardson au bout d'un moment dans le match. Après, pour parler un petit peu de ce match, il y a eu quelques bagarres, notamment avant le match où ça a chauffé. Bon, on peut s'y attendre de toute façon, en plus dans cette week de rivalité. Mais globalement, Florida a mieux commencé le match, puisqu'il marque en premier un TD avec le running back Dameon Pierce. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, il met un TD sans casque, où il fonce un peu dans tout le monde sans le casque, donc c'est un petit peu impressionnant. Il y a eu un targeting ou pas d'ailleurs? Non, le TD a été annulé parce que normalement, la règle, c'est que quand le porteur de balle perd son casque, la balle est morte. Donc lui, il a continué. D'ailleurs, je crois qu'il prend un flag sur l'action. C'est pas un targeting, c'est que c'est un peu comme quand tu fais un fair catch, mais que tu cours quand même. C'est considéré comme une tactique déloyale. Et je pense que c'est Pierce qui prend le flag sur l'action. C'est vrai que le play est assez impressionnant parce qu'il perd son casque, mais il rentre dans trois mecs de Florida State, peut-être la première, et il passe l'en-but. Mais je crois qu'il prend un flag quand même, malheureusement, là, sur l'action. Ok. Et du coup, en fait, je vais plus me tourner sur FSU qui a été très décevant, notamment à la course. Les seuls yards pris à la course a été Jordan Travis, le QB, avec 102 yards. Sinon, la running back n'ont quasiment pas existé. J'ai été très déçu aussi du play calling globalement, alors que sur les 2 dernières semaines, on avait vraiment beaucoup de mieux du côté du head coach Mike Norvell. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va dire que globalement, Florida n'a pas volé sa victoire. Ils ont quand même bien maîtrisé, à part sur le dernier quart-temps où ça a été un petit peu chaud pour eux. Mais ça a été un match d'une très pauvre qualité et j'ai été très déçu. Je m'attendais à au moins à un petit sursaut des deux, enfin surtout au moins de Florida qui montre que voilà, c'était vraiment eux les numéros 1 en Floride ou quoi, mais ça a été, toujours ça a été vraiment nul. Il n'y a que Brenton Cox, le linebacker de Florida, qui est sorti du lot. Sinon, franchement, ça a été d'un ennui. De toute façon, Valentin, la meilleure équipe de Floride cette année, c'est UCF. Hein. Ah non. Mais, voilà. J'exagère. Ah oui, c'est qui alors? C'est qui? Honnêtement, pour répondre à ces questions, c'est pas souvent, mais il va falloir se pencher un peu sur la question parce que c'est vraiment pas terrible. Limite Miami, j'ai envie de te dire, et encore. Elle est là, la réponse. Florida Atlantique, messieurs. C'est le moment que j'attendais, le lobby. Ah, mais t'as raison. Hein. T'as raison. Du coup, Florida... Après, il faut quand même te dire que c'est 2 équipes qui jouaient une bowl eligibility qui était à 5-6. Ouais. Donc de toute façon, ils font des saisons décevantes tous les deux, donc fallait pas non plus s'attendre à un showdown de malade, quoi. Du coup, comme tu le dis, Kevin, Florida est qualifié pour un bowl de fin d'année. C'est une bonne nouvelle pour Guigui et les fans des Gators. Il y a d'ailleurs une autre nouvelle qui a marqué la semaine au niveau de l'actualité. Florida a trouvé le successeur de Dan Mullen en la personne de Billy Napier, le head coach, enfin maintenant l'ancien head coach de Louisiana. Donc Guigui était plutôt content, les fans des Gators l'étaient aussi et le sont toujours. On va demander, on aura l'occasion, petit teasing, on va vous sortir là dans les prochains jours un épisode sur le coaching carousel pour notamment parler de ce qui s'est passé là ces derniers jours parce que ça part dans tous les sens en college football. Mais voilà, hâte de voir ce que va faire Billy Napier du côté de Gainesville.
Il y a eu un autre match qui concernait une équipe du top 25 avec UTSA, l'University of Texas à San Antonio, qui était classé 22e et qui a perdu, qui s'est fait éclater par North Texas. North Texas qui n'est clairement pas historiquement, on va dire, une bonne équipe. C'est la première victoire du Mean Green face à une équipe classée depuis 1974. Voilà, ça remet un petit peu en place la performance de Caleb Howell, le linebacker qu'on a qu'on a interviewé et ses partenaires. Du coup, pas de saison invaincue pour UTSA qui va certainement sortir du top 25. Ils ont eu tellement de mal à les faire rentrer dedans qu'ils vont s'en donner à cœur joie de les faire sortir. Et North Texas, grâce à cette victoire, obtient une place en bowl. Une place en bowl en fin d'année. Ils sont sur un bilan de 6-6 et c'est leur 5e victoire d'affilée. Donc voilà, ça je pense c'est quelque chose qu'il faut saluer. Cette reprise en main, ils avaient subi 6 victoires d'affilée en début d'année, là, du 12 septembre jusqu'au 23 octobre. Donc voilà, ça fait partie aussi des belles surprises de cette deuxième partie de saison. Parlons un petit peu d'Elio. Elio qui est dans le Maryland actuellement. Son équipe, les Terrapins, se sont qualifiés pour un bowl en battant Rutgers 40-16. C'est la première fois depuis 2016 qu'ils y parviennent. Et d'ailleurs, il y a Tolia Tagovailoa qui a battu le record de passe à de passe, le record de yards à la passe, pardon, pour le programme de Maryland en une année. Les gars, on passe au slate de 21h30 et je pense qu'on peut le dire. Alors, il y aura peut-être un débat avec le Oklahoma State, mais on passe au meilleur match de la week de rivalité. C'était l'Iron Bowl entre Alabama et Auburn. Je ne vais pas donner le résultat maintenant. Je vais vous laisser compter le match. Alors, soyons honnêtes, c'était un très bon match. Très bon match de football, un bon match de SEC. Mais si on vous montre le score dans le 4e quart-temps, je crois que c'est jusqu'à presque 10 minutes dans le 4e quart-temps, il y avait 10-0 pour Auburn. Alabama n'est... Je sais pas, ils ont joué beaucoup les 4e, on aurait dit Ole Miss un peu avec j'allais dire Lincoln Riley, autant pour moi. Avec Lane Kiffin, pardon, qui jouait toutes ses 4e, et en fait ils se sont fait shutdown à chaque fois en 4e. Juste Bama n'arrivait pas à convertir les occasions et ils étaient menés 10-0. On en parlait aussi que il fallait que Finlay, qui est pas le starter habituel, on sait que c'est Bonix, on sait que Finlay il a déjà quand même touché le terrain avec LSU, donc c'est pas un rookie non plus. Il a limité les erreurs en première mi-temps et le problème c'est que en début de deuxième mi-temps, Auburn a eu les opportunités, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser parce qu'ils ont commencé justement à faire les boulettes qu'ils avaient évitées en première mi-temps. Et donc je crois qu'il y a un fumble, il y a une interception pour TJ Finlay, qui en soi fait un bon match. Il finit à 17 sur 26, 137 yards, 2 TD, mais il y a cette interception. Et sauf que ils ont eu un mauvais clock management, comme on en a vu quelques-uns depuis le début de l'année en NCAA. C'est le running back Tank Bixby qui, dans les 2 dernières minutes du match, fait la boulette de sortir du terrain au lieu de rester dans le terrain. Donc ça économise un temps mort à Alabama, donc en gros 40 secondes. Ça, c'est une erreur. Et ça, c'est surtout alors certes, ils avaient réussi à shut down Bama, mais alors pardon, à ce moment-là, il y avait plus 10-0 quand Bama égalise, parce que Bama égalise il y avait 10-3, autant pour moi. Bama égalise à 10 partout, donc à 20 secondes de la fin, ils font un drive de quand même 97 yards. Très bien mené avec un catch de je crois que c'est Brooks le receveur qui met le TD pour aller gratter la overtime, Brooks, et qui avait eu jusqu'à présent que 2 ou 3 réceptions. Hein. Je crois que c'était sa 2e réception en NCAA. Voilà. Et le catch, la passe de Bryce Young et le catch de Brooks sont juste magnifiques. Hein, de toute façon, ce drive, voilà. Ouais, le drive est énorme aussi, c'est vrai qu'il faut le dire. Hein. C'est pas à ce moment-là où Bryce Young il fait une course de... J'ai un doute parce que j'ai vu le problème, c'est qu'avec il fait une course de presque 60 yards pour se mettre à distance au moins de El Meri, et après je crois, le TD de Brooks c'est presque une 20aine de yards. Donc on file en prolongation et les 2 équipes marquent un TD sur leur première possession, convertit à 1 point. Après je crois qu'ils mettent un field goal chacun. Ensuite on passe aux conversions à 2 points où la prolongation, en fait, c'est juste ça. C'est juste une équipe tente une conversion à 2 points à 3 yards et c'est ça. Et je crois que sur la 3e, les 2 la ratent. C'est ça. Auburn la manque et Alabama convertit sa transfo à 2 points sur le
sur la 4e prolongation. Donc Alabama s'impose 24-22 contre les Tigers à Death Valley. Et alors non, je confonds. Il y a tellement d'équipes de Tigers dans le sud-ouest, dans le sud-est que je confonds à chaque fois. C'est au Jordan Air Stadium À d'Auburn. Auburn. Voilà. Il s'impose à Auburn 24-22. Ouais. J'ai une petite question. À rappeler, Kevin, c'est que sur ce match-là, ce qui fait aussi la diff sur la fin de match, c'est aussi le fait que TJ Finley avait pris un sacré pet à la cheville et il ne tenait plus debout du tout. Genre, il pouvait plus utiliser sa jambe gauche pour lancer. Et quand on sait le gabarit qu'il a, TJ Finley, c'est pas mobile, hein, c'est une tour de contrôle 6-7, très gros bras. Mais donc il avait besoin tout simplement de sa jambe gauche et tu le voyais que même dans sa pocket, il n'arrivait plus à se déplacer ni rien et c'est ça qui fait la différence. Je pense que sur cette fin de match là, si Finlay est à 100%, il y a peut-être moins qu'Auburn reparte avec la victoire même avant les overtime. J'ai une petite question pour vous, parce que nous on avait eu le débat avec Robin et on était plutôt tombé d'accord. Il y a un moment où Auburn peut prendre les 2 points et gagner le match, ou le perdre d'ailleurs. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un peu comme Arkansas a pu faire contre Ole Miss, est-ce que vous auriez pas joué cette conversion à 2 points? Parce que plus ça va durer, plus tu sais que les individualités de Bama vont faire la différence à un moment ou à un autre, que ce soit en attaque ou en défense. Et je me demande si ça aurait pas été mieux quand même on pose nos coronets sur la table et on gagne ou on perd. Bah, c'est un peu ce qu'a fait Mizzou la semaine dernière contre Florida. Hein. Ouais. C'est clair. Il y a 2 semaines, nous c'était la semaine dernière. C'est ça. Et à partir du moment où tu sens que le momentum est pas pour toi, surtout qu'en prolongation. Après, comme vient de le dire Ryan, je pense que Finlay était blessé. Donc, est-ce que tu lui mets la balle dans les mains? Est-ce que tu donnes la balle à Tank Bixby? Je pense que vu que t'as pas le QB, quand c'était sur la conversion à 3 yards, quand t'as pas cette Finlay était bon quand même. Hein. Malgré la blessure, il lançait des super passes. Hein. Ouais, mais t'as toujours normalement à 3 yards, t'as toujours cette menace un peu du QB qui va courir. C'est souvent une run pass option sur les conversions à 2 points maintenant. Donc si t'as pas Finlay qui peut un minimum courir et aller chercher les 3 yards, c'est légitime de se poser la question. Après, je suis d'accord aussi avec vous que vu le momentum, vu Bama qui revient à 20 secondes de la fin, tu mets ton TD comme ce qu'a fait Mizzou, comme ce qu'a fait Arkansas contre le Miss. C'est vas-y quoi, tu essaies de tuer le match tout de suite. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec Val. TJ Finley, il y a notamment une passe qui m'a vraiment interpellé. C'est, je pense, sur la première prolongation où il trouve une fenêtre, mais vraiment hyper réduite. Et la passe, en fait, elle est magnifique, quoi. En plus, le receveur, il la récupère à une main. C'était hyper smooth à voir. Moi, je le dis et je le répète et je fais mon lobbying parce que j'ai pu le voir notamment un petit peu à LSU. Et on rappelle, TJ Finley était à LSU. Mais si TJ Finley est bien coaché je pense qu'il va prendre son année prochaine. Une full année starter, s'il est bien coaché et qu'il arrive à gommer un petit peu ses petites erreurs, faut faire attention parce qu'il a un vrai potentiel, il a un bras canon et quand il commence à mettre un petit peu de zip et tout dans ses balles, il t'envoie des fusées, mon pote. Là, pour l'instant, ce qui lui manque, c'est vraiment essayer de limiter ses petites erreurs, ses petits brain farts qu'il peut avoir à droite, à gauche, lire un peu mieux les défenses, mais si ça, il arrive à le faire, je pense qu'il peut avoir un vrai rôle même en NFL, tu vois. Après, il faut qu'il soit bien coaché sur sa dernière année. Tu ne seras pas déçu parce que Brian Harsin est un bon coach et il a montré les années précédentes à Boise State qu'il savait justement bien former ses QB. Je pense à Kellen Moore, actuel coordinateur offensif des Cowboys, et à Hank Bachmeier. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que TJ Finley, si Bonix se présente pas à la draft et si Bonix du coup revient l'an prochain du côté d'Auburn, ça ne m'étonnerait pas qu'il lui vole sa place. Enfin, qu'il lui vole. C'est pas le bon terme, mais qu'il lui prenne plutôt. Et je vous demande, les gars, de répondre plutôt rapidement. Est-ce que vous pensez que cette victoire va peser comme un plus dans le bilan d'Alabama en vue des playoffs ou comme un moins? J'entends par là, est-ce qu'on va dire, ah putain, ils ont réussi à battre cette équipe d'Auburn jusqu'à la fin grâce à un dernier drive, Bryce Young a été excellent, ou le comité va plutôt voir cette victoire comme en fait une presque défaite, quoi. Tu joues une équipe pas classée, une équipe qui va pas très bien en ce moment et tu as besoin de 4 prolongations pour les battre. Perso, hein, si je peux répondre très honnêtement, je pense que dans la tête du comité, c'est fait déjà depuis un moment. C'est dans leur tête, ils se disent que le match le plus sexy qu'il peut y avoir sur le papier, c'est Georgia contre Bama.
Je pense que ce match, il n'existe même pas en fait. À partir du moment où Bama gagne, même si c'est là à l'arraché, leur décision elle est faite. Ils veulent foutre ce match-là et on verra T'as ce bien qui va se raison d'en passer. parler. Ouais, T'as ouais, bien ouais, raison non, mais d'en parler parce que Alabama se qualifie donc, enfin, ils étaient déjà qualifiés depuis quelques semaines pour la finale de la SEC et le match aura lieu au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta face à Georgia. L'ESPN College Game Day y sera et ça sera le match à suivre la semaine prochaine. ouais, moi je Après, te dis, je pense vraiment que ce match-là, à partir du moment où Bama le gagnait, je pense qu'il n'y a aucune incidence. Qu'ils le gagnent de 1 ou de 50, en fait, ça n'a rien changé dans leur plan, tu vois. Ouais, je pense vraiment, comme tu dis Ryan, que le committee voit tellement Bama que en fait, c'est même pas à nous d'extrapoler. Si on l'a vu dans comment ils ont fait les classements, c'est que pour eux, Bama est la deuxième meilleure équipe du pays et que quelle que soit la manière dont ils gagnent, ça reste une victoire. et ce qui est Eux, enfin, totalement justifié, on peut totalement oui, justifier non que mais Bama est la deuxième équipe du pays. oui, Mais mais le voilà, problème après c'est le que résultat, tu peux pas utiliser des critères pour certaines équipes et pas pour d'autres, tu vois. exactement. On parle du fait que Bama est clairement en dessous cette année et c'est là où les équipes de SEC vont pouvoir s'en mordre les doigts parce que très clairement, on le voit notamment sur ce match, il y avait moyen de mettre Bama à plus qu'une défaite. Texas A&M a réussi à le faire. Il y en a qui auraient pu. On pense à Florida, on pense à Auburn sur le match de samedi. Il y avait Arkansas. moyen, Arkansas aussi, il y avait moyen de casser l'hégémonie du Crimson Tide. Et malheureusement, comme ça a un peu chié dans la colle dans le reste de la SEC, Bama s'en sort. Bama, je pense que Après, même avec une faut défaite, il aussi risque d'aller rendre en à César playoff. ce qui Donc, est à César. Tu vois, ils n'ont pas perdu. Et oui, au non, mais final, je suis c'est ça d'accord. qui fait que c'est une C'est ce meilleure qu'on équipe disait avec que toutes les Oklahoma. autres. C'est ce qu'on disait avec Oklahoma jusqu'à ce qu'ils perdent. Ils sont invaincus, on peut pas leur taper dessus. Tu vois, même si c'est moche, même si c'est pas ouf, ils gagnent. Donc ça va être compliqué de leur taper dessus. Et à moins d'une deuxième défaite contre Georgia, qui est fort probable quand on voit le niveau de Georgia, il y a, comme avec le fait qu'OSU aille en playoff, je vois l'inverse pour Bama. Il va falloir un cataclysme et un sacré concours de circonstances, même avec une défaite de Bama, Face à pour ne, Georgia, j'ai du pour mal ne à y pas les croire. mêmes. J'ai du mal à y croire. Bah, Attends, t'as du t'as mal à croire en trouvé. quoi? J'ai du mal à croire, surtout si Oklahoma State gagne son match la semaine prochaine, que Cincy gagne aussi. Je vois mal le comité foutre Alabama dans les 4 en cas de défaite en finale de la SEC face à Georgia. Mais ça, je pense qu'on Et aura le temps d'en reparler, les donc gars. toi, en gros, on va vite fait. Donc toi, tu verrais donc Georgia, Michigan, Cincy et Ohio State. Ouais, Ok, d'accord. je pense que ça serait juste. Bon, en sachant que Michigan joue à Iowa en finale de Big Ten. Ouais. Bah, du coup, Kevin, tu as trouvé la transition. Georgia a éclaté Georgia Tech 45-0. Bon, le match en soi, on s'en fout. Après, Euh, tu nous as quand même dit que c'était le match à ne pas manquer cette semaine, apparemment, samedi. Donc, c'est moi, Ah, essaie de nous en parler un peu quand même. bah voilà, en fait, ce match va nous servir à résumer la saison de Georgia en défense. Du coup, bah déjà, en 12 matchs de saison régulière, ils ont encaissé que 69 points, ce qui représente un total de 5,75 points par match. C'est énorme. C'est un des meilleurs pourcentages de l'histoire. Je crois qu'il n'y a que le Bama de 71 qui avait fait mieux. Et Georgia Tech, bon là c'est plus pour l'anecdote, n'a pas inscrit un seul point sur les 2 derniers matchs. Ils ont perdu face à Notre-Dame la semaine dernière 55-0 et 45-0 du coup ce samedi. Je profite du fait qu'on parle de Notre-Dame pour dire que nous avons battu Stanford 45-14. C'est pas ce qui va nous permettre d'aller en playoff, mais c'est ce qui va nous permettre de rester dans la course négativement. Il fallait qu'on les éclate, c'est ce qui s'est passé. On va passer sur un match plus intéressant, Kevin. The Extension Game, le match où les deux entraîneurs, Mel Tucker et James Franklin, ont prolongé en fait leur contrat pour 10 ans et chacun a plus de 85 millions de dollars. C'était Penn State qui se déplaçait à East Lansing pour jouer Michigan State. Michigan State classé 12e au pays. Un match marqué par la météo. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le match sous la neige en sachant que Penn State a eu l'excellente idée de jouer en full white. Donc sur la première mi-temps, c'était plus ou moins gérable, mais la deuxième mi-temps, ça s'est transformé en tempête de neige. Et alors je pense que sur le terrain, c'était peut-être un peu différent. Mais sur le broadcast, tu voyais juste la balle partir d'un point A à un point B. Et sur les passes, c'était assez hallucinant. Moi, il y a des fois où tu vois carrément pas le receveur. C'est pas le match que j'ai le plus apprécié ce week-end, hein. Mais ça reste un beau match. Moi, j'ai bien apprécié alors un receveur que je connaissais déjà, le receveur de Michigan State, Jaden Reed,
qui fait un énorme match. Je suis sur les stats, je crois qu'il en met 2 des TD et pas un seul. Et il fait un match de malade. Il catch une balle en 4e et 15 parce qu'en gros, je crois que le kicker de Michigan State s'est blessé à la jambe. Et ils ont une 4e et 15 à jouer, mais à largement distance de field goal. Donc du coup, ils disent on la joue et il la joue sur Reed, qui est pas un grand receveur, mais qui on avait vraiment l'impression de voir un pivot de basket qui a vraiment box out son corner, qui lui a sauté sur la tête et qui l'a catché. Il fait vraiment un excellent match. Kenneth Walker qui, tu me diras, il s'est un peu reposé la semaine dernière. Il avait couru que 6 fois à Columbus contre Ohio State. Là, au moins, il a couru 30 fois. Il fait 138 yards et un TD. Il fait un excellent match malgré la neige. Et de l'autre côté Penn State, c'est Dodson. Dodson qui fait un match monstrueux aussi. Il fait 8 catches, 137 yards, 2 TD. Et les 2 premiers touchdowns de PSU. Pour moi, c'était vraiment un match entre les deux. C'était certes Clifford et Peyton Thorne font un bon match chacun. Et pour moi, c'était vraiment un duel entre ces deux gars. Et ça a tenu toutes ses promesses parce que c'est des gars dont on parle pas forcément parmi tous les receveurs qu'il y a. On parle de Burks à Arkansas, on va parler de j'ai pas de gars en tête, on va parler des gars d'Ohio State, pardon. Mais on parle pas forcément d'eux et c'est des gars qui font un excellent match hier malgré les conditions. Et c'est des gars à qui il faudra penser quand viendra la draft. Reed est un senior, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il y a des chances qu'il soit éligible, qu'il passe à la draft. Et qu'un joueur qui sait tout faire. Hein. D'ailleurs, il a été nommé dans le trophée récompensant les joueurs les plus versatiles du pays. Ouais, mais c'est vraiment c'est un joueur que je kiffe. Hein. Voilà. Et en plus, on lui demande de plus en plus parce qu'il faut savoir que Speedy Naylor, donc le numéro 8 de Michigan State, est blessé depuis presque un mois. Donc il formait un sacré duo, on peut même peut-être dire même un trio avec Kenneth Walker. Et là, il est un peu tout seul niveau receveur. Ouais, non mais franchement, moi je sais que c'est comme je le dis depuis plusieurs semaines, c'est un peu l'équipe que j'ai beaucoup suivi cette année, Michigan State, alors que les Spartans, d'habitude, c'est pas une équipe que je regarde trop et j'ai vraiment kiffé le duo qu'il formait avec Naylor. Et donc voilà, c'est un joueur à suivre. Comme tu l'as dit, c'est un joueur qui sait tout faire. Et au final, Michigan State s'impose 30-27 dans le Blizzard East Lansing. Penn State, ils ont eu un petit stretch là. Je crois que c'est fin de 3e, début de 4e, où en fait ils enchaînent 2 turnovers d'affilée, dont un où en fait ils étaient menés 23-20, je crois. Ils encaissent le touchdown. Et sur le return de kick-off, ils fumble pile sur le return, donc ils donnent 2 possessions d'affilée à Michigan State. Et d'ailleurs, leur kicker manque un field goal et un PAT et ils perdent de 3 points. Quoi. Donc on sait que le foot, ça joue souvent à ça. C'est du détail, ça joue à des transfos ou à des coups de pied assez faciles. Donc ce match, c'est joué à ça. Merci Kevin. Les 2 équipes seront présentes en bowl évidemment. Michigan State, ça m'intéresse vraiment de voir dans quel bowl ils vont atterrir. Ça sera pas le Rose Bowl. Normalement, Ohio State devrait y aller. Ça pourrait être, si je dis pas de conneries, le Sugar Bowl. Je crois que la Big Ten a une place réservée au Sugar Bowl. Bref, on verra ça un peu plus tard dans la saison. Autre match de Big Ten, Wisconsin, qui avait juste à battre Minnesota, a perdu pour le Paul Bunyan Axe Trophy, 23-13. Alors cette défaite, elle fait vraiment mal parce que du coup, ils mettent fin à leur série de 7 victoires consécutives et ils disent adieu à la finale de Big Ten parce que Iowa s'est imposé face à Nebraska vendredi soir. Voilà, c'est très très con et je pense que celle-là, elle va faire très très mal du côté de Madison. Kevin, avant de passer un petit peu au match de 1 heure, on va parler d'un match qui te concerne particulièrement, où il y a eu de la bagarre, il y a eu de la rivalité. On ne l'appelle pas la Civil War pour rien. C'est Oregon State qui se déplaçait chez tes Ducks à l'Hudson Stadium d'Oregon. Ouais, et d'autant plus la bagarre parce que pour la première fois depuis pas mal d'années, il y avait un vrai enjeu. Il y avait un vrai enjeu sur ce Ducks versus Beavers. Parce que tout simplement, l'équipe qui gagnait allait rencontrer Utah en Pac-12 Championship. Donc l'équipe remportait la division Nord. Et ce match m'énerve. Alors Oregon gagne. Hein. C'est là où ça va être un peu difficile à comprendre ce que je veux dire. Oregon gagne 38-29 en sachant que Oregon State marque 20 points dans le 4e quart-temps. Ça juste c'est relâché côté Ducks et voilà.
Oregon State revient légèrement dans le 4e quart-temps, mais le match a été largement dominé par Oregon. Et ça m'énerve quand on voit le match de la semaine dernière d'Oregon. C'est là où c'est pour ça que je disais que c'était un non-match, parce que Oregon, sur cette Civil War, a montré de quoi était capable Oregon cette année malgré toutes les blessures. Et ça, voilà, c'est ça qui m'énerve énormément. On a tout vu. Un match complet, honnêtement, pas de turnover, un bon run game, c'est 41 courses pour 231 yards et 3 TD. Anthony Brown, sur qui j'ai craché après le dernier match contre Utah, bah, là, il fait potentiellement son 2e meilleur match de la saison derrière celui d'Ohio State, pardon. Il finit à 23 sur 28, 275 yards, 2 TD, et après il rajoute 14 courses, 83 yards et 1 TD à la course. Très très propre comme match. Chose que j'ai bien aimé, c'est qu'il a enfin réussi à servir Devon Williams, le numéro 2, qui est son seul receveur starter. Il a 6 catches pour 110 yards et 1 TD. Et on a vu l'émergence du freshman, le receveur dont je vous parle depuis quelques semaines, la Chris Hudson. 7 catches, 82 yards et un TD, le meilleur match de sa jeune carrière. Donc voilà, Oregon remporte la division nord de la Pac-12 pour la 3e année consécutive et ira rencontrer Utah en Pac-12 Championship comme il y a 3 ans. Où aura lieu le match? Au tout nouveau, tout shiny Allegiant Stadium de Las Vegas, le stade des Vegas Raiders. Attends, c'est une petite parenthèse. Oui. J'ai vraiment horreur des matchs de college football dans les stades NFL. Je trouve que ça enlève du grain. Je pense notamment au match de la SEC qui joue à Atlanta dans le stade des Falcons. Je peux pas. Je trouve après, que ça... avec toi. Non mais c'est surtout que par exemple la SEC ça joue en Géorgie, qui est un état de la SEC. Là, on va le jouer dans le Nevada. C'est un argument objectif. Hein. Oui, mais moi, quand je regarde un stade aucune équipe du Nevada. T'as aucune équipe du Nevada en Pac-12. Ouais, c'est vrai. Donc moi, ça me fait un peu chier. Nevada un jour. Faudra en parler, ça. Ça peut être un sujet intéressant. Quand Nevada viendra en Pac-12, on en reparlera. Mais je pense qu'il y a... Tu vois, par exemple, il l'aurait fait au SoFi Stadium de Los Angeles. Ça m'aurait pas posé problème. Même si c'est un stade NFL, c'est un stade tout neuf, mais c'est un stade de Californie pour la Pac-12. Ben, ça fait sens, tu vois. Là, aller jouer dans le Nevada, ça me fait un peu chier, quoi. Ah, tu connais, c'est les contrats entre les conférences et... ouais, je sais, c'est tout ça, mais donc voilà, je vous rappelle juste que Utah a littéralement fessé Oregon le week-end dernier, que c'était à Utah, certes, donc là on va voir ce que ça va donner sur terrain neutre, dans un terrain où le climat n'aura pas d'impact parce que l'Allegiant Stadium est un stade fermé, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, ce sera, je pense, un très beau match à suivre. La finale d'il y a 3 ans, Oregon-Utah, était un magnifique match. On se rappelle du match incroyable de Justin Herbert. Donc voilà, je pense que ce sera un très gros match. Et comme tu le disais, t'en parlais avec la Big Ten et Ohio State, je pense que le vainqueur rencontrera Ohio State au Rose Bowl. Alors ça, les gars, franchement, un Oregon-Ohio State au Rose Bowl. En sachant que t'as quand même tout le monde qui dit après les derniers matchs d'Ohio State qui roulaient sur tout le monde, qui disaient comment ça se fait qu'Oregon en gros, qui peut battre Ohio State, et t'as tous les mecs d'Oregon qui disaient nous on l'a déjà fait, tu vois. Après c'est différent, j'en parlais avec Robin un peu, faut se dire que Ohio State, ils ont le même roster qu'en week 2. Ils ont peut-être perdu un gars, peut-être un de leurs safety, je crois, qui se blesse d'ailleurs contre Oregon, si je dis pas de bêtises, mais sans plus. Oregon, il leur manque 14 starters. Oregon, ils jouent sans, je l'ai dit la semaine dernière, mais sans leurs 3 premiers receveurs, sans leur premier running back, sans leur premier tight end. Ils ont un O-line en moins, ils ont des trous un peu partout. Donc, et après, comme tu le dis, ce sera un match. Si Oregon arrive à le faire, ce qui veut dire qu'ils ont en 2 semaines, ils ont le match revanche contre Utah et après ils ont la revanche d'Ohio State contre eux. Ça fait une sacrée storyline. Du côté de l'ACC, autre match entre 2 équipes d'un même état. C'était pour le compte de la Commonwealth Cup. C'est Virginia Tech qui a battu un petit peu à la surprise Virginia 29-24. Virginia Tech qui ne comptait pas sur son coach Justin Fuente qui a été viré. On en reparlera aussi dans l'épisode qui va sortir dans quelques jours. Du coup, c'est un coach intérimaire qui l'a remplacé et je vous invite à aller voir son interview à la fin où il pleure et il y a la journaliste en fait qui lui demande ce que ça signifiait pour lui et que pour lui c'était le rêve d'une vie, même s'il pouvait coacher juste 10 minutes
des Hokies, bah, c'était un rêve réalisé. Donc voilà, ça a aussi fait partie des belles images de la semaine en college football. Valentin, on va passer avec toi au slate de 1h du matin. Alors là aussi, on a eu un très beau slate avec des matchs hyper sympas. Là, on va commencer par une autre rivalité, décidément, entre Kentucky et Louisville pour la Governor's Cup. Et les Wildcats de Kentucky se sont imposés 52-21. Ouais, un total blowout de Kentucky qui a très vite mené 31-7 au début du troisième quart-temps, c'était déjà 31-7. On avait parlé pendant le What to Six que il y aurait sûrement un gros match-up entre le front seven de Kentucky et Malik Cunningham, et ils ont complètement shut down Malik Cunningham qui a été inexistant à la course, qui sort que 35 yards pour 11 portées, alors que la semaine d'avant contre Duke il était à 280 yards je crois, il me semble. Donc à partir de là, quand tu shutdown le facteur X de l'équipe adverse, bah, c'est tout tranquille pour toi. Et on avait un autre petit match-up entre le front seven de Louisville et le jeu au sol composé de Chris Rodriguez, Will Levis du côté de Kentucky. Et bah, malheureusement pour Louisville, ça ne l'a pas fait. La O-line a été très bonne de Kentucky. Chris Rodriguez, il finit à 121 yards et un TD. Will Levis, il finit à 113 yards. Will Levis qui a été très, très, très propre. À la passe, il a 14 sur 18 pour 149 yards. Pas TD, mais il a été très propre. Je pense que Kentucky a été tellement fort des deux côtés du ballon au niveau des lignes qu'on sait que quand bah, un peu la guerre des tranchées elle est gagnée, bah, malheureusement, derrière, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc voilà, je pense que Wandale Robinson aussi, le receveur là, qui a émergé cette année du côté de Kentucky, a été très efficace sur les troisième downs pour aller chercher, bah, des first downs. Donc globalement, je suis assez déçu parce que je m'attendais à un petit peu plus de spectacle offensif, bah, notamment avec Malik Cunningham, mais faut donner à Kentucky tout le mérite de cette victoire. Eux qui font une super saison. Ils ont fait vraiment un match qui a été plus à l'image de leur début de saison. À un moment, ils ont eu un petit peu de mal dans la saison, ils ont pris pas mal de points, mais là, ça a été vraiment très, très maîtrisé du début à la fin. Et donc, le match a été très rapidement, ils se sont très vite mis à l'abri, donc il n'y a pas grand-chose à en ressortir de ce match-là pour le reste. Merci Valentin. On va passer à Bedlam. Bedlam, c'est la rivalité entre Oklahoma et Oklahoma State. Et là, Kevin, on peut dire qu'on a eu un match de dingue. Je ne l'ai pas vu en direct. Par contre, je me le suis fait entièrement en replay. Et je peux vous dire que personnellement, hein, de mon point de vue, c'était l'un des meilleurs matchs cette année. Il y a eu tout, des safety, des touchdowns d'équipe spéciale, des catchs de malade. Bref, c'est un match qui a été intéressant du début jusqu'à la fin. Et en plus, bah, Oklahoma State a enfin battu son voisin de Norman. Bah, c'était la première fois en fait depuis 2014. 2014, une époque où il y avait Tyreek Hill chez les Cowboys. Kevin, tu peux me faire rapidement un petit résumé du match et moi je te compléterai. Ouais, moi je suis arrivé à. Du coup, faut savoir que j'ai pas non plus vu le match en direct. Je suis rentré chez moi vers 3h30 du matin et j'ai checké ESPN Player. J'ai vu que le Bedlam était encore là et c'était la mi-temps. Il y avait 24 partout. J'étais relativement surpris par le score à la mi-temps. Je m'attendais pas à autant de points marqués en une mi-temps. Et donc du coup après je me suis fait le récap entier du match et c'est vrai que c'était un super match. Quand on voit ce match, notamment le QB, c'est quoi, c'est Sanders, je crois, le QB d'Oklahoma State. Spencer Sanders. Spencer Sanders, on a du mal à comprendre toutes les critiques de Val sur lui depuis le début de l'année. Parce que très honnêtement, il fait un super match. Comme on le sait depuis le début de l'année, Oklahoma State, ils se reposent sur leur défense, très clairement. Et leur défense fait un gros match. Juste Oui, Val. Kevin, juste pour te répondre, il a fait 2 bons matchs dans l'année. Donc c'est pour ça que je me permets de le critiquer D'accord. Mais forcément, je suis tombé sur l'un de ses seuls bons matchs. Voilà. Non, mais c'est ça, il a fait 2 bons matchs dans l'année. Ouais. Donc voilà. Bah, tant mieux pour lui, ça tombe au meilleur moment, quoi. C'est surtout C'est ce un qu'on demande. playmaker. Voilà, c'est ça. Et après, c'est vrai que c'était un match assez fou. Il y a Oklahoma State est devant de 7 points juste avant la mi-temps. Ils se font égaliser juste avant. Ils se font une entame de deuxième période qui est juste mais catastrophique. Ils font un enchaînement. C'est quoi? Ils muffent un punt, je crois.
il muff un punt qui est recouvert pour Ouais, c'est safety. ça. Ensuite, je sais plus ce qu'ils font, ils fumble juste à l'entrée de leur. Alors, le play est un peu bizarre parce que je crois que le D-tackle d'Oklahoma est offside et en fait, il n'y a aucun flag qui est lancé, sauf que le mec d'à côté, il rentre comme une balle, il force le fumble, Oklahoma recouvre et marque. Oklahoma passe de -7 à +9 en l'espace d'un temps de jeu de presque 5 minutes. Et je crois que la ligne, parce que dans le 4e quart-temps ensuite, c'est le punt returner d'Oklahoma qui fait exactement le même muff à plus ou moins sur le même yard que le punt returner d'Oklahoma State juste avant. Je pense que ce yardage, il est maudit un peu comme celui au FedEx Field que Ryan connaît très bien, où il y a ce fameux yardage maudit d'un côté du terrain qui nique où sa mère d'ailleurs, lui. voilà, entre c'était Joe Theismann, je crois, et Alex Smith qui se sont fait la même blessure Ouais. dégueulasse sur le même yardage du même côté du terrain, ce qui est assez hallucinant. Putain. Mais voilà, les commentateurs se sont bien marrés à ce niveau-là. Et Oklahoma State finit en balle sur ce match, quoi. Et encore une fois, avec un magnifique parti joué par Sanders. Ouais, justement, cette course-là où il fait quasiment la moitié. Non, non, ah non, je confonds. C'est Caleb Williams qui a fait la moitié du terrain. Oui, voilà, c'est ça. J'ai vu les uniformes j'ai confondu. Je parlais de Bama de Bryce Young d'ailleurs. Non, c'était c'est Caleb Williams effectivement qui revient, qui fait une course de presque. Attends, parce que je pense que ça doit être sa course la plus longue du match. Ouais, une course de 56 yards, en sachant qu'il finit à 19 courses, 36 yards, plus longue course de 56 yards. Magnifique. Mais ouais, c'est un truc assez incroyable. Il fait une chevauchée, mais monstrueuse. Il les met à distance de field goal. Bon, ils étaient à -4. Et du coup, je crois qu'il se fait saquer 2 fois sur la dernière. Justement, c'est ce que sur la j'allais dire. dernière C'est en possession. fait le match comme un symbole. C'est Oklahoma State qui l'a terminé. Déjà, Avec la défense, quoi. c'est ça, avec cette défense, sur la 4e et 10, ça s'est terminé sur un sac. Donc voilà, victoire méritée d'Oklahoma State qui peut maintenant se permettre de rêver parce qu'ils affronteront le 4 décembre à 18h Baylor classé 8e. Et là, qu'on soit clair, hein, si Oklahoma State gagne et qu'ils ne sont pas en playoff, moi je vais faire un scandale. C'est le genre d'équipe qui. Ils sont passés combien, ouais, people là? On les respecte pas trop, Oklahoma State. Je dirais qu'ils sont 5e ou 4e. Quelqu'un peut les vérifier pendant. J'ai pas le chiffre sous les yeux parce que bref, avec les défaites coup, qu'il y a eu. Ouais. Ça, c'est aussi une stat qui est intéressante. C'est si Oklahoma State et Michigan se qualifient pour les playoffs, ce sera la première fois de l'histoire que 2 équipes qui n'étaient pas classées dans les people de pré-saison arrivent en playoffs. Bon, c'est une date qui court que depuis 2014 parce que les playoffs datent de 2014. Mais ça serait hyper mérité pour ce programme qui est l'un des programmes les plus réguliers depuis maintenant 20 ans, depuis les années Les Miles et puis Mike Gundy, depuis la moitié de la décennie 2000. Ce serait totalement mérité et j'espère vraiment que le comité saura reconnaître cette équipe à sa juste valeur et je ne pense pas qu'elle sera ridicule face à Georgia, Michigan ou Alabama. Kevin. Et juste avant, je te confirme, ils sont bien 5e. 5e, voilà. En sachant que devant eux, il y a 4 équipes qui vont jouer des finales de conf, dont 2 qui vont se rencontrer. Donc s'ils gagnent leur match, il y a de fortes chances qu'ils arrivent à rentrer dans ce top 4. Je les ferai même passer devant Cincinnati, mais c'est un autre débat. Ryan, c'était le dernier match d'un coach qui a marqué votre histoire, Ed Orgeron, et les Tigers de LSU lui ont fait un très très beau cadeau, puisqu'il ne coachera pas le bowl dans un mois. Exactement. Donc, dernier match pour Coach O à la tête des Tigers. Match qui a quand même une importance sentimentale, que ce soit pour les joueurs qui étaient là. Je pense à notamment les quelques seniors qui avaient dans l'effectif. Pour les fans, pour les supporters, pour un petit peu tout le monde. Et match qui a tenu toutes ses promesses. Ça a commencé timidement en fait, puisque les 2 défenses ont rapidement pris le pas sur les attaques. Dans le premier quart-temps, on voit qu'un seul field goal inscrit par notre kicker Cade York. Mais assez rapidement, dans le deuxième quart, en fait, ça s'accélère. Ça commence avec Max Johnson qui trouve notre receveur senior Jari Jenkins dans la end zone des Aggies avec un amour de touch pass, vraiment une touch pass de toute beauté.
Donc on se retrouve à 10-0. Moi j'étais comme un ouf, je rentrais du taf, j'attendais que ça et donc on commençait bien le match. Notre défense, elle était à un niveau incroyable. Il y avait des morts de faim sur le terrain à toutes les positions et on a complètement éteint Texas A&M. Jusqu'à 4 minutes restantes avant la mi-temps, les Aggies ils reviennent au score. Enfin, ils commencent à recoller au score quand Calzada trouve donc Mohamed III, le wide receiver texan et accessoirement roi du Maroc. Hein. Petite blague, bien sûr. Et la petite anecdote assez drôle, c'est que le joueur qui était au marquage de Mohamed III à cause de toutes nos blessures, c'était El Famoso Cordell Flott, le nulard, hein, de retour en Le cornerback. nulard. Le nulard Cordell Flott qui en a pris plein la gueule sur ce match. Donc Texas A&M revient à 3 petits points des Tigers. Et on pensait rentrer au vestiaire en fait sur ce score. Il restait je crois 30 secondes quand Max Johnson trouve cette fois-ci donc Trey Palmer sur une wide receiver screen qui a été exécutée vraiment parfaitement. Trey Palmer qui du coup va au bout très tranquillement et inscrit le deuxième TD des Tigers. Et on rentre du coup à la mi-temps à 17-7. Donc jusque là très content. Je dis, j'étais en train de faire la fête, de gueuler chez moi. On avait réussi à tenir Texas A&M, je crois, ils étaient à 10 yards. 10 yards à la course, à la mi-temps, on les tenait alors qu'ils ont quand même des jolis petits running backs. Donc, je t'ai dit, grosse défense côté Tigers. Et on repart en fait sur un troisième quart, un petit peu comme le premier, un troisième quart assez discret. Il y a quelques petites actions, ça et là, qui permettent en fait à Texas et à LSU d'inscrire des field goals. Côté Texas, on a donc un autre joli catch de Mohamed III, encore une fois qui met Cordell Flott dans le vent. Et du côté LSU, c'est une course monstrueuse de Tyrion Davis-Price qui a enterré le safety de Texas, Leon O'Neal Jr. Ça m'a fait penser un petit peu à une course à la fouronnette. Le truc, c'est que j'ai pensé exactement la même chose. J'ai vu la vidéo ce matin. Et ça m'a rappelé, c'était contre A&M, je crois, en plus. Oui, hein, où il plie le safety sur la course, ouais. C'est ça. Sauf que bon, derrière, Fournette, c'était un first round annoncé. Donc derrière, il avait l'athlétisme pour aller au bout. Alors que ici, Davis Price, il manquait un petit peu de vitesse. Il se fait rattraper par Hensford. Mais du coup, ça nous met à distance de field goal. Et donc, on met 3 points. Et donc, on commence ce quatrième quart-temps à 20-10. Donc, les Tigers toujours devant. Et alors là, putain, là je m'y attendais pas. Je pensais qu'on était bien devant, qu'on avait les deux mains sur le volant et en fait le match part dans tous les sens à ce moment-là. On commence à sentir le momentum changer de côté en fait. La défense de LSU, on sent qu'elle devient fatiguée, brouillonne. On commence à faire des sales erreurs qu'on n'a pas vues cette année. Là où celle d'A&M, elle commence à vraiment chauffer vraiment très fort, notamment grâce à Clemons, donc defensive end, si je dis pas de bêtises, de Texas A&M, qui fait un quatrième quart-temps de fou malade. Grâce à ça, en fait, on a A&M qui commence à remonter encore une fois au score. Le premier TD donc, de ce quatrième quart-temps est inscrit par Jalen Preston, qui marque un joli TD de 15 yards, qui permet du coup à A&M de revenir encore une fois à 3 points, alors que nous de notre côté on se fait éteindre. Les problèmes de coaching qu'on a vu toute la saison recommencent à sortir. T'as Clemons qui est partout, il fait des plaquages pour perte, il y a un moment il claque un back-to-back sack, il était partout le mec. Notre défense continue de galérer. D'ailleurs, une action significative, c'est du coup sur le deuxième TD de Texas sur ce quatrième quart-temps. Encore une fois, marqué par Jalen Preston, leur wide receiver. Et alors ça, si vous pouvez vous refaire l'action, allez la voir, c'est marrant. On a BJ Ojulari qui rate un sac sur Calzada. Derrière, il fait tomber Jacqueline Roy tout seul en le poussant un petit peu sur le côté. On voit Jacqueline Roy qui tombe tout seul en perdant l'équilibre. Attends, tu peux même dire Jacqueline Roy. Hein. Jacqueline Roy. Allez, disons-le. Un joueur bien cajun. Bien cajun, comme on les aime. Derrière, donc Calzada, il complète sa passe sur Preston. T'as un DB non identifié qui passe en volant, il rate son plaquage. T'as le linebacker transféré donc de Clemson, Jones Jr. qui rate aussi un plaquage. T'as Clark qui est à l'opposé de l'action. Cordell Flott, c'est pareil. Enfin bref, cette action-là, elle résume un petit peu tout notre quatrième quart-temps.
Et en fait, Texas A&M passe devant nous pour la première fois du match à 7 minutes de la fin. Nous, va savoir pourquoi, il nous restait plus qu'un temps mort. Et là, j'ai commencé à me dire, connaissant un peu mon équipe, que ça puait du cul un petit peu. Le score, il bouge plus pendant les 7 dernières minutes. Je suis vraiment en train de paniquer fort, mais notre défense se réveille enfin. On fait 2 ou 3 gros jeux, je crois, où on sèche Texas. Et on donne en fait à Max Johnson un dernier drive à 1 minute 30 de la fin, toujours avec notre temps mort. Et à ce moment-là, t'as Clemons qui, encore une fois, sort sa tête du chapeau, fait un sac monstrueux. J'ai cru que Johnson allait jamais se relever. Mais finalement, il se relève, il réussit à trouver donc Jari Jenkins une deuxième fois à 26 secondes de la fin du match, alors qu'il y avait la pression Clemons, il était sur sa gueule, il lui envoie une espèce de pizza, alors que Jari Jenkins, il était pris en coverage, il était en double coverage même. Et là, on sait pas comment, Jari Jenkins, il ressort avec le ballon, il va scorer avec 20 secondes restant au chrono. On repasse devant 27-24. Texas A&M a donc 20 secondes et 2 temps morts pour remonter le terrain. Et c'est le moment qu'a choisi donc Damon Clark pour vraiment montrer que c'était un grand joueur. Il sac Calzada en back-to-back. C'est lui qui finit le match en fait. Sur les 2 derniers jeux, il va saquer Calzada et donc il clôture le match. Il offre la victoire à LSU. Et pour l'anecdote, c'est assez drôle parce que on l'attendait au tournant. Parce que durant la semaine qui précédait le match, il avait déclaré en conférence de presse que Texas A&M, de toute façon, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il ne gagnerait pas ce match. Donc c'était assez sympa de voir que c'est lui qui va en fait saquer Calzada 2 fois et mettre un terme au match, quoi. Donc victoire LSU, 27-24. Des scènes vachement émouvantes à la fin du match avec Orgeron, les larmes aux yeux, qui fait ses dernières interviews et qui fait un petit peu le show pour sa dernière sortie à Death Valley. Il nous a sorti toutes ces catchphrases un petit peu qui étaient devenues un petit peu iconiques. Il les a toutes sorties. Le Go Tigers, le dernier Go Tigers d'Orgeron avec les larmes aux yeux. Il est beau. Et mais même moi, j'avais les larmes aux yeux, genre. Même moi, tu vois, franchement, même moi, ça m'a ému, tu vois. Ouais, clairement. Les problèmes de coaching, tu vois, ils étaient là, et c'est ce que je disais sur Twitter. Je sais qu'il fallait qu'on change, tu vois, mais quand tu vois des trucs comme ça, putain, tu repenses un petit peu à tout ce qu'il a apporté quand même à LSU, et tu te dis putain, j'aimerais bien le garder quand même, tu vois, même si c'est pas possible, t'aimerais bien le garder quelque part dans l'effectif, dans le coaching staff plutôt. Mais non, malheureusement, donc l'histoire elle est finie, et je suis content que ce soit terminé comme ça pour lui, tu vois, sur une victoire et pas sur une fin vraiment où AM revient au bout du match, et après il y a les erreurs de coaching qui repassent sur le devant de la scène. Non, je préfère que ça se termine comme ça, et au moins c'est beau, on aura eu des belles images, quoi. Et du coup, c'était la 4e défaite de l'année pour Texas A&M, hein, une année en dents de scie très frustrante. Hein. Il y a eu cette victoire face à Alabama et aussi face à Auburn, enfin, les deux seules belles victoires de l'année. Et voilà, encore un goût de frustration. Sinon, en ACC, c'est un duel, une rivalité. Clemson a battu South Carolina pour le Palmetto Bowl 30-0, une performance très aboutie en fait de la part de Dabo Swinney et ses hommes. Défense excellente, une attaque à la course qui a vraiment écrasé la pourtant très bonne D-line des Gamecocks. Le dernier match, un match qui a eu lieu, je crois, dans la nuit à 5h entre BYU et USC, Valentin. BYU qui a battu les Trojans 35-31. Du coup, en fait, BYU est à 5-0 contre les équipes de Pac-12, et il y a eu quelques petits tweets qui ont été sortis sur Twitter. Ils n'ont pas joué au Oregon. Voilà, peut-être, mais bon, ça fait quand même un bilan de 5-0, et des gens disaient que c'était au final eux les vrais vainqueurs de la Pac-12. Et d'ailleurs, BYU, ils ont battu Utah. Hein. Donc voilà, petite info. T'inquiète pas, ça arrive. Hein. Le petit tacle glissé au niveau de la carotide, tu vois. Mais il a eu du répondant direct. Alors, c'était un super match, vraiment un bon match. Si vous l'avez pas vu, regardez. On a vu vraiment du très bon jeu offensif du côté de BYU, malgré
malgré 2 inters de Jaren Hall qui sont complètement pour lui, mais qui reste un super QB. On a vu Jackson Dart faire un très bon match. Alors, je ne sais pas comment ça va être pour lui l'année prochaine, vu qu'il y a Lincoln Riley qui débarque. Est-ce qu'il va le garder en tant que QB? Et tiens, et justement, Val, je viens de voir l'info à l'instant, il y a une rumeur comme quoi Lincoln Riley voudrait ramener Caleb Williams à USC. Bah, peut-être un inversement de QB, alors à la limite. Peut-être que Jackson Dart, lui, partira à Oklahoma. Mais en tout cas, il a fait vraiment un très bon match et il est pas loin de faire le drive gagnant à lui tout seul. Ils sont menés 35-31. Il fait une super course d'une trentaine de yards. Et ils sont en 4e tentative. Alors, moi, alors, coach Kevin va peut-être pouvoir me répondre, mais en fait, il y a 2 slants sur le côté gauche du terrain, sur les 2 receveurs. Sauf qu'il n'y en a aucune qui se met au niveau de la ligne de first down. Donc, Jackson Dart envoie, mais c'est très bien couvert. Donc, du coup, le receveur réceptionne, mais ça finit à 1 yard quoi, du first down. Donc, USC perd sur ça. Et pour moi, c'est incompréhensible d'appeler ce jeu, mais de dire à ton receveur, faut que tu dises à ton receveur, fais au moins ton tracé, ton cut au niveau de la ligne de first down. Parce que c'est le minimum si tu veux pouvoir prendre le first down. Si tu as une hook ou une curl, oui. C'est vraiment ce que tu demandes, ce qu'on appelle chez nous un stick, où en fait la profondeur du cut, elle n'est pas définie. De base, ça va pas être par exemple 3 grands pas, 2 petits pas, ça va pas être 7 yards, ça va être toujours 2 yards derrière le stick et ensuite tu te retournes. Sur une slant, c'est différent parce que ton cut se fait souvent autour de 3 pas. Donc tu vas considérer, quoi qu'il arrive, le cut se fait avant la ligne de scrimmage, avant la ligne à atteindre. C'était une longue slant, hein. C'était C'était 5 yards. Une petite skinny, voilà, une skinny post plutôt. Où après tu considères que ton joueur, en sachant que la slant est théoriquement le tracé le plus difficile à défendre pour un DB. S'ils sont en man, donc tu te dis le mec il va catcher, il va gagner 4-5 yards après quoi, tu vois. Donc mais moi aussi ça m'énerve, hein. Tu vois des mecs qui sont en 3e et 14, ils vont jouer à la shallow, tu vois. Tu peux pas considérer, enfin tu peux. J'ai beaucoup du mal avec ce schéma de pensée. Moi, je préfère viser derrière les sticks et point barre, quoi, tu vois. J'ai du mal à me dire, vas-y, je vais jouer à un truc à 2 yards. Et après, il faut que je considère que mon receveur, il arrive à faire 12 yards par lui-même, tu vois. C'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. Mais faudrait que je revoie l'action exactement. Après, moi, surtout si tu joues 2 slants et que t'as pas de séparation, normalement, il avait des receveurs de l'autre côté. Donc, les deux ont eu qu'une séparation et sa première lecture a été à gauche, il a lancé rapidement. Donc, il avait la pression sur le jeu? Je me souviens plus trop bien, mais de toute façon, la défense globalement n'a quasiment pas mis de pression sur Jackson Dart, donc je crois pas, je me rappelle, j'ai pas souvenir comme quoi il a eu de la pression sur ce jeu-là. Après, je sais pas comment sont faits leurs reads. Moi, je vais pas souffler les secrets du flash parce que je vais me faire taper sur les doigts après. Mais tu as des systèmes comme ça qui sont pas forcément en read de progression, mais qui sont sur ce qu'on appelle du half field. Donc en gros, tu vas en fonction de la couverture en face, tu vas regarder que d'un côté ou de l'autre. Donc c'est toujours compliqué de juger un read de QB quand tu connais pas exactement ce qui lui est demandé dans le playbook, tu vois. Mais je comprends ce que tu dis, le fait de jouer une slant derrière la ligne à atteindre alors que le mec est collé au cul par un DB, effectivement, c'est toujours contestable, on va dire. Ouais. Enfin voilà, un très bon match et USC a failli gagner il était pas loin de gagner en tout cas. Donc si vous l'avez pas vu, regardez, il y a un super TD de Jaren Hall pour Kinyo Hill qui balance une bombe monstrueuse qui passe au-dessus du safety qui est absolument incroyable. Magnifique la passe. Et voilà, donc ce sont plus ces 2 QB qui seront à suivre l'année prochaine. Donc si vous l'avez pas vu, regardez le match. On en a donc juste Vas-y, une petite Ryan. seconde. Moi, par contre, Val, il en a pas parlé. Très beau match, très agréable à suivre. Par contre, les arbitres sur ce match, vraiment, encore une fois, une catastrophe. Les arbitres, je n'en peux plus de voir ces matchs-là. Alors, sans vouloir retirer du crédit à BYU qui fait un vrai match de bonhomme, là, si moi j'étais fan de USC ou même juste quelqu'un qui suit un petit peu l'équipe, je l'aurais vraiment mauvaise parce qu'il y a des calls vraiment horribles. Ouais, mais c'est comme à Louisville, hein, j'en ai pas parlé, mais ils ont donné un TD à Malik Cunningham à la course alors qu'il passe absolument pas la ligne. Sinon, on en parlerait à chaque match et on n'en finit pas. Moi, je vous en parle depuis un bout de temps, Robin aussi, hein. La joie des arbitres de Pac-12. Hein.
Ah, mais tous, hein, la SEC, mais tout, c'est partout pareil. Mais la NFL, c'est pareil. Donc, c'est partout pareil, malheureusement. Voilà, c'était juste pour mettre un petit peu de spotlight sur ce point qui, à mon sens, était quand même important. Voilà. Désolé, Bah, Gus. je vous propose qu'on fasse durant l'intersaison un épisode pour parler de l'arbitrage en NCAA et Et on quel invitera serait. Mojo. Non mais oui, mais voilà, très bien. Bah oui, bah, qui est l'arbitre officiel, un des arbitres en Alsace. Mojo et Robin. Mojo et Robin, voilà. Juste pour que Alsace Kevin X Hauts-de-France. je te jure, juste pour que Kevin il se déchaîne sur eux pendant 2 heures, que des insultes. Et après, il y a tout le monde qui me rappelle, mais Kevin, t'es pas arbitre aussi? Bah si, mais bon, Chut, voilà. chut, Non chut. mais voilà, ça serait une bonne occasion de parler des axes de progression que peuvent avoir les arbitres Ouais, en NCAA. tout à fait. Du coup, on a terminé le récap des matchs. On connaît les affiches des finales de conf la semaine prochaine. Je vais juste vous énoncer les finales du Power 5. La Pac-12, ce sera Oregon contre Utah. La Big 12, Oklahoma State contre Baylor. La SEC, Georgia contre Alabama. L'ACC, Wake Forest contre Pitt. Et la Big 10, Michigan contre Iowa. On termine les gars cet épisode sur nos MVP de la semaine. On commence avec nos joueurs en attaque. Et moi évidemment, c'est Hassan Haskins. C'est aussi le tien Ryan, donc tu t'en parleras mieux que moi avec 169 yards et 5 touchdowns. Bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure en ouverture d'épisode. Ouais, y a rien d'autre à dire. Pour le coup, c'est lui qui a drivé cette attaque de Michigan. Il est impressionnant. Voilà, 28 portées, 169 yards. Il tourne à, je crois, 5 yards par course, 5 TD. Qu'est-ce que tu veux demander de plus en fait à ton Rien. running back? Et jamais un running back a mis autant de touchdowns face à Ohio State de l'histoire. C'est dire aussi la performance. Valentin, toi, tu as un autre joueur et c'est un joueur qui joue à Dans le Michigan Central. aussi. Ouais. Western Michigan, hein. Ouais, Je Western confonds Michigan. toujours avec Central. Caleb Elibi, le quarterback de Central Michigan, qui fait une super performance, 21 sur 26, 5 TD, 338 yards. Pour la victoire face à Northern Illinois. Les Huskies. Northern Illinois qui sera en finale de la MAC d'ailleurs. Val aussi, on passe à la défense avec toi, quel est ton MVP défensif? Malcolm Rodriguez, le linebacker d'Oklahoma State, avec 11 plaquages, 2 sacs, 3 plaquages pour perte et une passe défendue. C'est le tien aussi, Kevin, d'après ce que je vois. Et toi, Ryan, tu termines avec le meilleur plaqueur de NCAA. Exactement, mon petit lobbying, je fais mon homer pour le coup, mais Damon Clark qui nous sort donc un gros match à 10 plaquages et surtout 2,5 sacs. Et comme je le disais, en fait, les sacs sur les 2 derniers jeux du match qui donnent la victoire à LSU, quoi. Et moi, on va conclure cet épisode là-dessus. Je termine avec mon MVP défensif, Aidan Hutchinson. On a déjà sorti les stats tout à l'heure. 15 pressions sur le quarterback, 3 sacs. C'était juste l'homme du match de The Game, qui est un des meilleurs matchs de la semaine. Donc voilà, ça fait pas trop de doute pour moi. On a commencé cet épisode avec Aidan Hutchinson. On va le refermer avec Aidan Hutchinson. Voilà, c'était un week-end de rivalité de deux malades. S'il y a bien une raison pour laquelle on suit le college football, c'est pour ce genre de week-end et pour ce genre de match. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On aura l'occasion de parler des finales de conférence dans 1-6. Là aussi, ça va être hyper intéressant. Et d'ici là, vous aurez le droit à un petit épisode sur le coaching carousel. Et moi, les gars, je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Oh, ciao.